Il y a un mur invisible devant vous. Vous ne le voyez pas, mais vous le sentez chaque jour, à chaque instant. C'est cette force mystérieuse qui vous retient au lit le matin alors que vous aviez promis de vous lever tôt. C'est cette petite voix qui vous dit tu n'es pas prêt quand vous voulez lancer ce projet qui vous tient à cœur. C'est cette sensation de lourdeur dans la poitrine quand vous voyez quelqu'un d'autre réussir là où vous avez échoué. Vous avez probablement donné plein de noms à ce mur. Vous l'avez appelé procrastination, manque de chance, manque de temps ou même syndrome de l'imposteur. Vous avez blâmé l'économie, vos parents, votre patron ou la météo. Mais si je vous disais que tout cela est un mensonge, si je vous disais que l'ennemi n'est pas dehors, mais dedans, il y a un saboteur silencieux qui vit dans votre tête, un parasite qui se nourrit de vos peurs et qui préfère vous voir malheureux plutôt que de vous voir risquer l'échec. Ce saboteur a un nom. Ce n'est pas votre personnalité, ce n'est pas votre destin, c'est votre ego. Et tant que vous ne comprendrez pas comment il fonctionne, vous resterez exactement là où vous êtes, coincé, frustré, à regarder votre vie passer sans jamais vraiment la saisir. Le mot ego est sans doute le mot le plus mal compris de la langue française. Quand on l'entend, on pense immédiatement à l'arrogance. On imagine une star de rap qui se prend pour un dieu, un politicien narcissique ou ce collègue insupportable qui pense tout savoir mieux que tout le monde. On se dit, moi, je n'ai pas d'ego, au contraire, je manque de confiance en moi. Je me sens souvent nul, donc l'ego n'est pas mon problème. C'est la plus grande ruse du diable, vous faire croire qu'il n'existe pas. La vérité, c'est que l'ego a deux visages. Il y a le visage de la supériorité, celui qu'on connaît tous, qui dit « je suis meilleur que les autres ». Mais il y a aussi le visage de l'infériorité, beaucoup plus sournois, qui dit « je suis pire que les autres ». Les deux sont les deux faces d'une même pièce. Les deux sont obsédés par la même chose. Moi, l'ego, ce n'est pas seulement se croire génial. L'ego, c'est l'obsession de sa propre image. C'est cette partie de vous qui est terrifiée à l'idée d'être jugé, d'être vu comme imparfaite, d'être vulnérable. La personne qui refuse de poser une question en réunion par peur de paraître bête a autant d'ego que celle qui monopolise la parole. Dans les deux cas, elles placent leur image au-dessus de l'apprentissage. Pourquoi cet ego est-il si dangereux pour votre progression? Parce que l'ego déteste une chose par-dessus tout, être un débutant. Pour avancer dans la vie, que ce soit pour apprendre une langue, lancer une entreprise ou se remettre en forme, vous devez accepter d'être mauvais au début. Vous devez accepter de balbutier, de faire des erreurs, d'avoir l'air maladroit. C'est la loi naturelle de la croissance. Mais votre ego refuse ce contrat. Il veut la gloire sans la sueur. Il veut être un maître dès le premier jour. Alors, pour vous protéger de l'humiliation potentielle d'être un débutant, il vous paralyse. Il vous murmure « Si tu ne le fais pas parfaitement, ne le fais pas du tout ». Il transforme le perfectionnisme en une vertu, alors que c'est souvent juste de la lâcheté déguisée en chaussures de soirée. Le perfectionnisme est l'enfant chéri de l'ego. Ce n'est pas l'amour de l'excellence, c'est la terreur de la critique. Combien de projets, combien de talents sont morts dans l'œuf parce que leur créateur attendait d'être prêt? Spoiler, vous ne serez jamais prêt. L'ego vous vend l'attente comme une préparation, mais c'est une prison. Regardons de plus près comment cela se manifeste dans votre quotidien. Vous avez une idée brillante. Au moment où elle germe dans votre esprit, vous ressentez une excitation, une bouffée de dopamine. Vous commencez à en parler autour de vous. Je vais écrire un livre, je vais courir un marathon. Et là, quelque chose d'étrange se produit. En parlant, vous recevez une validation sociale. Les gens vous disent « Ouah, c'est super ». Votre ego se nourrit de cette validation. Il a l'impression d'avoir déjà accompli la chose. Il est satisfait. Du coup, quand il faut s'asseoir seul dans le noir et faire le travail difficile, ingrat et solitaire, vous n'avez plus d'énergie. Votre ego a déjà eu sa récompense. Il déteste l'effort invisible. Il veut les applaudissements, pas l'entraînement. C'est pour cela que tant de gens parlent de ce qu'ils vont faire et que si peu le font réellement. L'ego adore le fantasme de la réussite, mais il a horreur de la réalité du travail. La réalité est sale, dure, incertaine. Le fantasme est propre et sûr. L'ego choisit toujours le fantasme, mais l'ego ne se contente pas de vous empêcher de commencer. Il vous empêche aussi d'écouter. Pour avancer, il faut apprendre. Pour apprendre, il faut admettre qu'on ne sait pas. C'est une petite mort pour l'ego. Admettre son ignorance, c'est baisser sa garde.
Avez-vous déjà remarqué à quel point il est difficile de dire « je ne sais pas » ou « j'avais tort » ? Physiquement, les mots restent coincés dans la gorge. C'est votre ego qui vous étrangle. Il préfère s'accrocher à une erreur et défendre une position indéfendable plutôt que d'admettre qu'il a besoin d'aide. C'est ce qui brise des couples, c'est ce qui fait couler des entreprises. Des gens intelligents prennent des décisions stupides parce que leur ego ne leur permet pas de changer d'avis face à de nouvelles preuves. Ils préfèrent avoir raison et échouer plutôt que d'avoir tort et réussir. C'est une forme de suicide mental. Le philosophe stoïcien Épictète disait « Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il pense déjà savoir. » Si votre coupe est pleine de votre propre importance, rien de nouveau ne peut y entrer. Pour avancer, vous devez vider votre coupe. Il y a une autre arme redoutable dans l'arsenal de l'ego, la comparaison. Nous vivons à l'ère des réseaux sociaux, qui est fondamentalement une machine industrielle conçue pour flatter et blesser l'ego. Vous scrollez, et vous voyez la vie parfaite des autres. Immédiatement, votre ego se sent menacé. Pourquoi pas moi? Il oscille entre la jalousie, il ne le mérite pas, et la déprime, je suis nul. Dans les deux cas, vous perdez. La comparaison est le voleur de la joie, mais c'est aussi le voleur de l'action. Si vous regardez toujours l'assiette du voisin, votre propre nourriture refroidit. L'ego vous force à jouer un jeu qui n'est pas le vôtre. Il vous pousse à désirer des choses dont vous n'avez pas envie, juste pour impressionner des gens que vous n'aimez pas. Combien d'années avez-vous perdu à poursuivre des objectifs qui n'étaient pas les vôtres, juste pour paraître? C'est le drame de l'ego. Il construit une vie de façade, une maison de carton-pâte, magnifique de l'extérieur mais vide à l'intérieur. Et pendant ce temps, votre vrai soi, vos vrais désirs, meurent de faim dans la cave. C'est douloureux à entendre, n'est-ce pas? C'est normal. C'est votre ego qui réagit en ce moment même. Il n'aime pas être démasqué. Il est probablement en train de vous dire « C'est exagéré, ce n'est pas moi, moi j'ai de vraies raisons de ne pas avancer. » C'est sa défense ultime, la rationalisation. L'ego est un avocat brillant. Il peut justifier n'importe quelle inaction. Je ne procrastine pas, je réfléchis. Je n'ai pas peur, je suis prudent. Je ne suis pas jaloux, je suis juste critique. Il a une excuse pour tout. Mais au fond de vous, sous les couches de mensonges, vous connaissez la vérité. Vous savez que vous valez mieux que ça. Vous savez qu'il y a une version de vous, plus forte, plus courageuse, plus authentique, qui attend de sortir. Cette version de vous n'a pas besoin d'être admirée. Elle veut juste exister et créer. Ce documentaire n'est pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Il est là pour vous donner les outils d'une opération chirurgicale. Nous allons devoir extraire cette tumeur qu'est l'ego. Ce ne sera pas sans douleur, car l'ego a fusionné avec votre identité. Vous croyez être votre ego, mais ce n'est pas le cas. Vous êtes l'observateur derrière l'ego. La libération commence par cette prise de conscience. Vous n'êtes pas la voix dans votre tête qui a peur, vous êtes celui qui entend la voix. Cette distinction change tout. Elle crée un espace, une brèche dans le mur. Et c'est par cette brèche que nous allons passer. Dans les parties suivantes, nous allons voir concrètement comment désamorcer les pièges de l'ego. Nous allons voir comment adopter l'état d'esprit de l'éternel étudiant, comment transformer l'échec en carburant, et comment arrêter de prendre les choses personnellement. Mais pour l'instant, votre mission est simple, observer. Pendant les prochaines 24 heures, essayez de surprendre votre ego en flagrant délit. Quand vous vous sentez offensé, demandez-vous, est-ce mon âme qui est blessée ou mon image? Quand vous hésitez à faire quelque chose, demandez-vous, est-ce de la prudence ou est-ce la peur d'avoir l'air nul? Le simple fait de braquer la lumière de la conscience sur l'ego l'affaiblit. Il ne peut agir que dans l'ombre de votre inconscience. Aujourd'hui, nous allumons la lumière. Et ce que nous allons découvrir pourrait bien être le début de votre vraie vie. Le moment le plus dangereux dans votre parcours vers le succès n'est pas le moment où vous échouez. L'échec, aussi douloureux soit-il, a le mérite de vous remettre les pieds sur terre. Non, le moment le plus critique, celui où votre ego plante ses griffes le plus profondément, c'est quand vous commencez à avoir un tout petit peu de réussite. C'est le moment où vous obtenez votre premier diplôme, votre première promotion ou vos premiers compliments. À cet instant précis, un virus mental s'installe. Vous commencez à vous dire « Ça y est, je sais, j'ai compris, je suis quelqu'un ». C'est le début de la fin. Dès que vous pensez être un expert, vous arrêtez de grandir. Votre esprit se calcifie.
Vous passez du mode éponge, avide d'apprendre, au mode brique, rigide et impénétrable. L'ego vous chuchote que vous n'avez plus besoin d'écouter, que vous n'avez plus besoin de travailler les bases, car les bases, c'est pour les débutants. Et vous n'êtes plus un débutant, n'est-ce pas? C'est cette arrogance subtile qui transforme des talents prometteurs en has-been, aigris qui racontent leur gloire passée au lieu de construire leur futur. Pour combattre ce poison, nous devons adopter une philosophie radicale que les maîtres en appellent Shoshin, ou l'esprit du débutant. C'est l'idée que, peu importe votre niveau d'expertise, vous devez toujours aborder la vie avec la curiosité, l'ouverture et l'humilité de la ceinture blanche. Imaginez un grand maître d'arts martiaux qui, après 50 ans de pratique, continue de répéter les mouvements les plus simples avec la même concentration qu'au premier jour. Il sait quelque chose que l'ego refuse d'admettre, la maîtrise n'est pas une destination, c'est un chemin infini. L'ego veut arriver au sommet pour planter son drapeau et se faire admirer. L'étudiant éternel sait que le sommet n'existe pas, qu'il y a toujours une autre montagne derrière. Épictète, ce grand philosophe stoïcien qui a passé une partie de sa vie en esclavage, nous a laissé l'avertissement ultime. Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il pense déjà savoir. Si votre tasse est pleine de votre propre certitude, personne, pas même le plus grand sage, ne peut y verser une goutte de connaissance. Pour avancer, vous devez vider votre tasse chaque matin. Concrètement, cela signifie tuer votre besoin d'avoir raison. L'ego adore avoir raison. Il se nourrit des débats gagnés, des je te l'avais bien dit. Mais avoir raison est une victoire stérile. Quand vous avez raison, vous ne faites que confirmer ce que vous savez déjà. Vous stagnez. Quand vous avez tort, par contre, c'est une opportunité en or. Avoir tort signifie qu'il y a une faille dans votre compréhension du monde et que vous venez de la découvrir. C'est une chance de mettre à jour votre logiciel mental. Pourtant, regardez autour de vous. Les gens se battent bec et ongles pour défendre leurs opinions, même quand ils ne connaissent rien au sujet. Ils protègent leur ignorance comme un trésor. Pourquoi? Parce que leur ego a fusionné avec leurs idées. Si vous attaquez leurs idées, ils ont l'impression que vous les attaquez physiquement. L'étudiant éternel, lui, dissocie son identité de ses connaissances. Il est capable de dire « Tiens, je me suis trompé sur ce point, merci de m'avoir corrigé ». Cette phrase est l'une des plus puissantes qui soit. Elle désarme l'adversaire et vous rend plus intelligent instantanément. Le remède le plus efficace contre l'ego est de se placer volontairement dans des environnements où l'on est le moins compétent. L'ego déteste ça. Il veut être le gros poisson dans la petite mare. Il veut être entouré de gens moins bons pour se sentir supérieur. C'est confortable, mais c'est mortel. Si vous êtes la personne la plus intelligente de la pièce, vous êtes dans la mauvaise pièce. Vous devez chercher activement des situations où vous vous sentez bête, dépassé, impressionné. Allez dans des endroits où les gens sont 10 fois meilleurs que vous. C'est douloureux pour l'amour-propre, certes, vous vous sentirez petit, mais c'est cette friction qui crée la croissance. C'est comme jouer au tennis contre un adversaire plus fort. Vous allez perdre le match, mais votre niveau de jeu va augmenter automatiquement pour s'adapter. L'ego préfère gagner contre un faible plutôt que de perdre contre un fort. Ne l'écoutez pas. Choisissez la défaite éducative plutôt que la victoire facile. Il y a une autre facette de l'esprit d'étudiant que l'on oublie souvent, le service. L'ego veut être servi. Il pense que le monde lui doit quelque chose. Il attend qu'on lui donne sa chance, qu'on reconnaisse son génie. L'étudiant, lui, cherche comment il peut être utile. Il y a une stratégie ancienne que les Romains appelaient le rôle de l'antéambulo. L'antéambulo était celui qui marchait devant son patron pour lui ouvrir le chemin dans la foule. C'était un rôle humble, au service d'un autre. Aujourd'hui, on appellerait ça faire le sale boulot ou aider les autres à réussir. L'ego hurle « Je ne suis pas le larbin de personne. Je veux la lumière. » Mais la vérité historique est implacable. Presque tous les grands leaders ont commencé par porter les valises de quelqu'un d'autre. En aidant quelqu'un de plus expérimenté que vous, en facilitant sa vie, vous apprenez par osmose. Vous voyez comment il pense, comment il agit. Vous gagnez sa confiance. Vous accédez à son réseau. C'est un investissement colossal. Mais pour cela, il faut ravaler sa fierté. Il faut accepter d'être dans l'ombre pour apprendre comment fonctionne la lumière. Devenir un étudiant éternel, c'est aussi changer son rapport à la critique. Pour l'ego, la critique est une insulte. C'est une déclaration de guerre. Pour l'étudiant, la critique est une donnée. C'est du feedback.
Imaginez que vous êtes un ingénieur qui construit une voiture de course. Si quelqu'un vous dit « Attention, il y a une fuite d'huile », allez-vous vous vexer? Allez-vous dire « Tu me détestes, tu es jaloux de ma voiture ?» Non, vous allez dire merci et vous allez réparer la fuite. Parce que votre but n'est pas d'avoir l'air d'un bon ingénieur, votre but est d'avoir une voiture qui gagne la course. Dans votre vie, c'est la même chose. Les critiques, même celles qui sont mal formulées ou un peu méchantes, contiennent souvent une pépite de vérité. L'ego se concentre sur le ton. Il m'a mal parlé. L'étudiant se concentre sur le fond. Est-ce qu'il y a quelque chose à corriger? Apprenez à filtrer l'émotion pour ne garder que l'information utile. C'est ce qu'on appelle avoir la peau dure et les oreilles ouvertes. Adopter cette mentalité demande une vigilance de chaque instant. L'ego est patient. Il attend que vous soyez fatigué ou que vous ayez un moment de gloire pour revenir à la charge. Il vous dira « Tu as assez travaillé, tu mérites de te reposer sur tes lauriers. » Ne le croyez pas. La connaissance est infinie. Le monde change trop vite pour qu'on puisse se permettre d'arrêter d'apprendre. Regardez les entreprises qui ont coulé. Kodak, Nokia, Blockbuster. Elles sont mortes d'arrogance. Elles pensaient dominer le jeu pour toujours. Elles ont arrêté d'observer, d'apprendre, de s'adapter. Elles ont laissé leur ego corporatif prendre le volant. Ne devenez pas le Kodak de votre propre vie. Restez affamé. Restez idiot, comme disait Steve Jobs. L'idiot a un avantage sur l'expert. Il n'a pas peur de poser les questions bêtes qui mènent aux découvertes révolutionnaires. Nous avons vu que pour avancer, il faut redevenir un élève. Il faut accepter de ne rien savoir. Mais il y a une épreuve encore plus difficile qui attend l'étudiant. Car quand on essaie d'apprendre, quand on essaie de faire des choses nouvelles, il y a une conséquence inévitable, mathématique et douloureuse. On se plante. L'échec n'est pas une option, c'est une certitude. Et c'est là, face au mur de l'échec, que l'ego devient le plus violent. Il va tout faire pour vous empêcher de vous relever. Il va transformer une simple erreur de parcours en une crise d'identité. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment l'ego manipule notre perception de l'échec pour nous paralyser et comment transformer nos chutes en tremplin. Préparez-vous, car nous allons apprendre à tomber avec style. Il y a un moment précis dans la vie où l'on se sent le plus seul au monde. Ce n'est pas quand on est physiquement isolé, c'est quand on vient de se prendre un mur en pleine face. Vous avez lancé ce projet et personne n'a acheté. Vous avez déclaré votre flamme et on vous a répondu par un silence gêné. Vous avez passé cet entretien d'embauche et vous n'avez jamais été rappelé. À cet instant, vous ressentez une douleur physique, un coup de poing dans l'estomac. Mais si vous analysez bien cette douleur, vous réaliserez quelque chose d'étrange. Ce n'est pas la perte financière ou l'opportunité ratée qui fait le plus mal. Ce qui brûle, ce qui vous empêche de dormir, c'est ce que cet échec dit de vous. Votre ego, blessé et humilié, commence à écrire une histoire tragique. Il ne dit pas « j'ai échoué à cette tâche spécifique ». Il hurle « je suis un raté ». Il transforme un événement extérieur temporaire en une identité intérieure permanente. C'est le piège mortel de la personnalisation. Tant que vous ne saurez pas dissocier votre moi de vos résultats, vous vivrez dans la terreur de l'action. Regardons un enfant apprendre à marcher. Il se lève, fait 2 pas incertains, et boum, il tombe sur les fesses. Est-ce qu'il se dit quel autre « je suis nul à la marche, je ne suis pas fait pour ça ». Que vont penser les autres bébés? Non, il se relève, il rit peut-être, et il recommence. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore développé cet ego toxique qui juge chaque performance. Pour lui, tomber fait partie du processus de marcher. Il n'y a pas de distinction. Mais nous, adultes, nous avons perdu cette innocence. Nous avons construit une image de nous-mêmes, une statue fragile que nous voulons protéger à tout prix. L'échec est perçu comme une fissure dans la statue. L'ego déteste l'échec car l'échec tue le fantasme de la perfection. L'ego préfère ne rien faire et garder son fantasme intact, plutôt que d'essayer de risquer de briser la statue. C'est ainsi que des millions de personnes choisissent une vie médiocre mais sûre, simplement pour protéger leur ego d'une égratignure. Le problème majeur avec l'ego face à l'échec, c'est ce que les psychologues appellent l'effet de projecteur. Quand vous échouez, votre ego vous fait croire que le monde entier a les yeux braqués sur vous. Vous imaginez vos anciens collègues qui rient de votre licenciement, vos amis qui chuchotent dans votre dos à propos de votre divorce. Vous vous sentez comme un acteur sur une scène, nu, sous une lumière aveuglante, avec un public qui vous hue. C'est une hallucination totale. La vérité brutale et libératrice,
c'est que tout le monde s'en fiche. Les gens ne pensent pas à vous, ils pensent à eux. Ils sont bien trop occupés à gérer leurs propres insécurités, leurs propres factures et leurs propres égos pour passer plus de 5 secondes à analyser votre échec. Votre chute n'est pas l'événement principal de leur journée. C'est à peine une note de bas de page. Comprendre que personne ne vous regarde vraiment est un super pouvoir. Cela signifie que vous êtes libre. Vous pouvez échouer en paix dans l'anonymat relatif de l'indifférence générale. Pour avancer, il faut changer de métaphore. L'ego voit la vie comme un examen scolaire. Il y a les bonnes réponses et les mauvaises réponses, et si tu as une mauvaise note, tu es puni. Il faut arrêter de voir la vie comme un examen et commencer à la voir comme un laboratoire. Dans un laboratoire, un scientifique ne pleure pas quand une expérience ne donne pas le résultat attendu. Il ne se sent pas nul. Il prend son carnet, il note le résultat et il se dit « Intéressant, cette combinaison ne fonctionne pas. Essayons autre chose. » L'échec devient une donnée. C'est de l'information neutre. Thomas Edison n'a pas échoué 1000 fois avant d'inventer l'ampoule. Il a trouvé 1000 façons de ne pas faire une ampoule. C'est l'anti-ego par excellence. L'ego veut avoir raison tout de suite. Le scientifique veut trouver la vérité, peu importe le temps que ça prend et le nombre d'erreurs nécessaires. Si vous traitez votre vie comme une série d'expériences, la peur disparaît. Vous ne pouvez pas perdre, vous ne pouvez qu'apprendre. Mais attention, l'ego a une autre ruse pour vous empêcher de vous relever, le blâme. Quand l'échec arrive, l'ego cherche immédiatement un coupable à l'extérieur pour se dédouaner. C'est la faute de l'économie. Le client n'a rien compris. Mon partenaire ne me soutenait pas. C'est un mécanisme de défense pour préserver l'estime de soi à court terme, mais c'est un poison à long terme. Si c'est la faute des autres, alors vous n'avez aucun pouvoir pour changer les choses. Vous êtes une victime. Et une victime ne progresse jamais. Le stoïcisme nous demande une chose très difficile, l'appropriation radicale. C'est regarder le désastre en face et dire « c'est ma responsabilité ». Peut-être que ce n'est pas entièrement de votre faute, peut-être que la malchance a joué un rôle, mais c'est votre responsabilité de gérer la suite. En acceptant votre part de responsabilité dans l'échec, vous récupérez votre pouvoir. Vous passez du statut de spectateur passif à celui d'acteur de votre destin. L'ego déteste dire « j'ai merdé », mais c'est la phrase la plus puissante pour redémarrer une machine à l'arrêt. Il faut aussi comprendre que l'ego est fragile, alors que la confiance véritable est résiliente. L'ego est comme du cristal. C'est brillant, c'est beau, ça en jette, mais au moindre choc, ça éclate en 1000 morceaux irréparables. La confiance véritable est comme un muscle. Quand on la stresse, quand on la déchire un peu par l'effort et l'échec, elle se reconstruit plus forte. Les personnes qui réussissent durablement ne sont pas celles qui ne tombent jamais. Ce sont celles qui ont développé une tolérance à la chute. Elles savent que le sol est dur, mais elles savent aussi qu'on peut s'y appuyer pour se relever. Elles ont tué en elles la petite princesse fragile qui veut que tout soit facile. Elles ont embrassé le guerrier qui sait que les cicatrices sont des preuves de vie. Alors, la prochaine fois que la vie vous mettra à genoux, faites cet exercice mental. Visualisez votre ego comme une entité séparée de vous. Imaginez-le en train de faire une crise de colère, de pleurer, de crier à l'injustice. Regardez-le avec compassion mais avec distance. Dites-lui « Je sais que tu as mal, je sais que tu as honte, mais nous n'avons pas le temps pour ton drame. Nous avons du travail à faire. » Et remettez-vous au travail. Ne perdez pas des semaines à panser les plaies de votre amour-propre. L'action est le seul remède à la honte. Si vous agissez immédiatement après un échec, vous ne laissez pas le temps à la peur de s'installer. C'est comme remonter à cheval tout de suite après la chute. Si vous attendez, le traumatisme se fige. Nous avons vu comment l'ego nous empêche de commencer, comment il nous empêche d'apprendre et comment il transforme l'échec en drame. Mais il existe un piège encore plus insidieux, un piège doré dans lequel tombent même les plus grands champions. C'est ce qui arrive quand, malgré tout, vous réussissez. Quand les applaudissements arrivent, quand l'argent rentre, quand le monde vous dit enfin « tu es génial ». À ce moment-là, l'ego revient avec son costume de gala et une coupe de champagne, et il vous murmure le mensonge le plus dangereux de tous. Tout ça, c'est grâce à toi, et maintenant, tout est dû. C'est le piège de l'hubris, l'arrogance du succès. Dans la prochaine partie, nous allons voir pourquoi la réussite est souvent plus difficile à gérer que l'échec, et comment ne pas perdre la tête quand on atteint les sommets. Il existe une phrase terrifiante que l'on attribue souvent à Bill Gates. Le succès est un mauvais professeur. Il pousse les gens intelligents à croire qu'ils ne peuvent pas perdre.
Jusqu'ici, nous avons parlé de l'ego dans la difficulté, dans le démarrage, dans l'échec. C'est l'ego du perdant, celui qui a peur. Mais il existe une bête bien plus féroce, bien plus destructrice et beaucoup plus difficile à tuer, l'ego du gagnant. C'est contre-intuitif, n'est-ce pas? On pense que le danger est en bas de l'échelle, quand on a faim et qu'on lutte pour sa survie. C'est faux. L'histoire de l'humanité, des empires romains aux startups de la Silicon Valley, nous prouve le contraire. Le danger mortel se trouve au sommet. C'est quand vous avez gagné, quand vous êtes en sécurité, quand tout le monde vous dit que vous êtes génial, que vous êtes le plus vulnérable. Pourquoi? Parce que l'échec vous force à être honnête et réaliste. Le succès, lui, vous permet de vivre dans une illusion. Il agit comme une drogue dure. Il anesthésie votre doute, qui était pourtant votre garde-fou, et le remplace par une certitude aveugle, l'hubris. L'hubris, c'est l'arrogance démesurée, celle qui précède toujours la chute. Si l'échec blesse l'ego, le succès le gonfle jusqu'à l'explosion. Le premier symptôme de cette maladie du succès est l'amnésie sélective. Quand vous réussissez, votre ego réécrit l'histoire immédiatement. Il efface les coups de chance. Il gomme l'aide que vous avez reçue. Il oublie le bon timing du marché. Il ne garde qu'une seule variable, vous. Vous commencez à croire au mythe du self-made man. Vous vous dites, j'ai réussi uniquement grâce à mon génie et mon travail acharné. C'est un mensonge. Personne ne réussit seul. Il y a toujours eu un mentor, un partenaire, une opportunité externe ou simplement le hasard de la naissance. Mais l'ego déteste partager le crédit. Il veut toute la lumière. En croyant que vous êtes la cause unique de votre succès, vous devenez insupportable, mais surtout, vous devenez imprudent. Si vous pensez que vous avez le toucher de Midas, que tout ce que vous touchez se transforme en or, vous arrêtez de calculer les risques. Vous commencez à prendre des décisions stupides, basées sur votre intuition divinisée plutôt que sur les faits. C'est ainsi que des généraux victorieux perdent des guerres et que des milliardaires font faillite. Ils ont cru leur propre légende. Le deuxième symptôme est ce que l'on appelle l'entilement, ou le sentiment que tout vous est dû. C'est le syndrome de la diva. Au début de votre carrière, vous étiez prêt à tout, travailler tard, faire les tâches ingrates, écouter les clients. Vous aviez faim. Une fois le succès arrivé, l'ego vous murmure « Tu as passé ce stade. Les règles ne s'appliquent plus à toi. » Vous commencez à traiter les gens différemment. Vous devenez impatient avec les serveurs, arrogant avec vos employés, distant avec vos proches. Vous pensez que votre temps est plus précieux que celui des autres. Cette attitude crée une déconnexion progressive avec la réalité. Vous vivez dans une bulle dorée. Vous perdez le contact avec le terrain, avec la vraie vie qui a nourri votre succès initial. C'est tragique, car ce qui vous a mené au sommet, l'humilité, le travail, l'écoute, est exactement ce que vous abandonnez une fois arrivé en haut. Vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis, mais vous êtes trop occupé à admirer la vue pour vous en rendre compte. Le troisième danger, et peut-être le plus insidieux, est l'isolement. L'ego du succès ne supporte pas la contradiction. Quand vous étiez en bas, les gens n'hésitaient pas à vous dire quand vous faisiez n'importe quoi. Quand vous êtes puissant, les gens ont peur. Ou pire, ils veulent profiter de votre pouvoir. Vous vous retrouvez entouré de courtisans, de yes men, ces gens qui approuvent tout ce que vous dites, qui rient à vos blagues même quand elles ne sont pas drôles, et qui vous cachent les mauvaises nouvelles pour ne pas vous froisser. L'ego adore ça. Il se baigne dans cette validation constante. Mais c'est un piège mortel. Un leader qui n'entend que des louanges est un leader aveugle. Il conduit une voiture à 200 km/h avec un pare-brise opaque. Personne n'ose lui dire qu'il y a un mur en face. Pour survivre au succès, vous devez activement garder près de vous des gens qui ne sont pas impressionnés par vous. Des gens qui vous connaissaient avant. Des gens qui osent vous dire « tu déconnes » ou « c'est une mauvaise idée ». Si vous n'avez personne dans votre vie capable de vous remettre à votre place, vous êtes en danger de mort professionnelle. Comment combattre cet égo gonflé aux stéroïdes? La réponse réside dans une pratique stoïcienne que les empereurs romains utilisaient. On raconte que lorsqu'un général revenait victorieux à Rome, défilant sur son char sous les acclamations de la foule en délire, un esclave se tenait juste derrière lui. La seule tâche de cet esclave était de chuchoter à l'oreille du général encore et encore « Memento mori ». Souviens-toi que tu vas mourir. Souviens-toi que tu n'es que homme. C'est brutal, mais nécessaire. Le succès est éphémère. La gloire est une vapeur. Aujourd'hui, on vous adore. Demain, on vous oubliera.
Se rappeler de sa propre mortalité et de sa propre insignifiance à l'échelle de l'univers est le meilleur antidote à l'arrogance. Cela remet les compteurs à zéro. Cela vous rappelle que vous n'êtes pas un dieu, mais un simple mortel qui a eu un moment de chance et de réussite. Il faut aussi réapprendre la gratitude active. Pas la gratitude hashtag sur Instagram, mais la vraie reconnaissance. Au lieu de vous féliciter vous-même, forcez-vous à regarder autour de vous et à identifier tous ceux qui ont contribué à votre victoire. Remerciez votre équipe, remerciez vos mentors, remerciez la chance. Diluez votre ego dans le collectif. Un exercice puissant consiste à se reconnecter avec la nature. Allez marcher dans une forêt immense, regardez l'océan déchaîné ou le ciel étoilé. Face à l'immensité de la nature, votre ego, aussi gros soit-il, redevient minuscule. La nature ne se soucie pas de votre compte en banque ou de vos abonnés. Elle vous remet à votre place. Vous êtes un petit point dans l'infini. Cette sensation de petitesse n'est pas humiliante, elle est reposante. Elle vous décharge du fardeau d'être le centre du monde. Le succès révèle qui vous êtes vraiment. L'argent et le pouvoir ne changent pas les gens, ils les amplifient. Si vous étiez un idiot fauché, vous serez un idiot riche. Si vous étiez généreux mais limité par vos moyens, vous serez un philanthrope puissant. L'ego essaiera de vous convaincre que maintenant que vous avez réussi, le but est de garder ce que vous avez, de construire des murs pour protéger votre trésor. C'est une mentalité de pénurie déguisée en richesse. La vraie grandeur, celle qui dure, est de comprendre que le succès n'est pas une possession. C'est un flux. Vous êtes un canal, pas un réservoir. Ce que vous recevez doit circuler. Si vous gardez tout pour vous, crédit, argent, pouvoir, l'eau stagne et devient toxique. C'est là que réside le secret pour rester sain d'esprit au sommet, le service. Tant que votre mission est plus grande que votre ego, vous êtes protégé. Si vous vous levez le matin pour servir une cause, pour aider vos clients, pour élever votre famille ou pour améliorer votre communauté, votre ego reste à sa place, celle d'un outil et non d'un maître. Mais dès que la mission devient moi, dès que le but est ma gloire, mon héritage, vous êtes perdu. L'ego vous mangera vivant. Il vous rendra paranoïaque, jaloux de ceux qui montent, et amer quand la lumière baissera. Et la lumière finit toujours par baisser. Nous avons traversé les tempêtes de l'échec et les pièges dorés du succès. Vous savez maintenant que l'ego est l'ennemi à chaque étape du chemin. Il vous bloque au départ, il vous aveugle pendant le trajet, et il vous corrompt à l'arrivée. Mais il reste une dernière question, peut-être la plus importante de toutes. Une fois qu'on a fait taire l'ego, une fois qu'on a enlevé les masques, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui nous pousse à avancer si ce n'est plus le désir de prouver quelque chose aux autres? Comment trouver une motivation pure, inébranlable, qui ne dépend ni des applaudissements ni des critiques? Dans la dernière partie de cette série, nous allons découvrir ce qui se cache de l'autre côté de l'ego. Nous allons parler de la véritable puissance intérieure, le but. Préparez-vous à découvrir pourquoi vous faites vraiment ce que vous faites. Nous arrivons au bout du chemin. Nous avons disséqué l'ego, nous l'avons démasqué, nous avons vu comment il sabote nos débuts, notre apprentissage, nos échecs et même nos victoires. Mais une question angoissante se pose souvent à ce stade. Si on tue l'ego, si on enlève cette envie de briller, ce désir d'être reconnu, cette soif de prouver qu'on existe, qu'est-ce qu'il reste? Avons-nous peur de devenir des coquilles vides, des robots sans ambition, des moines sans passion? C'est la dernière ruse de l'ego, vous faire croire qu'il est votre seul moteur. Il vous dit, sans moi, tu ne feras rien. Sans moi, tu resteras au lit. C'est un mensonge absolu. L'ego est un carburant. C'est vrai, mais c'est un carburant sale. C'est du charbon qui brûle vite, qui fait beaucoup de fumée noire et qui finit par encrasser le moteur. Il existe une autre source d'énergie, beaucoup plus propre, beaucoup plus puissante et quasiment inépuisable. Une énergie qui a permis aux plus grandes figures de l'histoire, de Marc Aurèle à Martin Luther King, de tenir bon quand tout s'effondrait. Cette énergie ne s'appelle pas passion, elle s'appelle mission. Il faut faire une distinction cruciale entre la passion et la mission, ou ce que les stoïciens appelleraient le but. La passion est souvent centrée sur le moi. Je suis passionné par la musique veut souvent dire j'aime comment la musique me fait sentir ou j'aime l'idée d'être musicien. La passion est émotionnelle, elle est volatile. Elle monte et elle descend. Quand c'est difficile, la passion s'évapore. La mission, elle, est centrée sur les autres. La mission pose la question « À quoi je sers ?» Ce n'est pas qu'est-ce que je peux prendre au monde, c'est qu'est-ce que je peux donner au monde.
L'ego demande « Est-ce qu'on va m'admirer pour ça ?» La mission demande « Est-ce que cela va aider quelqu'un ?» Ce simple changement de perspective vous rend invincible. Si vous écrivez un livre pour être célèbre, ego, la moindre critique vous détruira, car elle attaquera votre image. Si vous écrivez un livre pour aider les gens à résoudre un problème, mission, la critique ne vous touche pas, ou alors elle vous aide à mieux servir votre cause. Votre moi n'est plus dans l'équation. Vous êtes devenu un instrument au service de quelque chose de plus grand. C'est ici que le concept stoïcien de sympathia prend tout son sens. C'est la conviction que nous sommes tous connectés, que nous faisons partie d'un grand tout. L'ego est une maladie de la séparation. Il veut vous faire croire que vous êtes seul contre tous, que vous devez battre les autres pour survivre. C'est épuisant. La mission vous reconnecte. Elle vous rappelle que votre travail, quel qu'il soit, est une brique dans l'édifice commun. Le boulanger qui se lève à 3 heures du matin ne le fait pas pour la gloire, il le fait pour nourrir son quartier. L'infirmière ne le fait pas pour les applaudissements, elle le fait pour soulager la souffrance. Quand vous trouvez ce sens du service, la peur de l'échec disparaît. Pourquoi? Parce que l'enjeu n'est plus votre petite personne. L'enjeu est la tâche elle-même. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde à son époque, se levait chaque matin en se disant qu'il devait faire son travail d'homme. Pas son travail d'empereur, pas son travail de star, mais son devoir d'être humain utile à la ruche. Comment trouver cette mission? Arrêtez de regarder à l'intérieur et commencez à regarder à l'extérieur. L'ego nous pousse à l'introspection maladive. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? C'est un puissant fond. Regardez plutôt par la fenêtre. Où y a-t-il un besoin? Où y a-t-il un problème que vous pouvez aider à résoudre, même à petite échelle? La réponse à l'ego n'est pas l'ambition, c'est la contribution. Vous n'avez pas besoin de sauver le monde pour avoir une mission. Aidez votre voisin, élevez vos enfants avec amour, faites votre travail avec excellence et honnêteté, c'est une mission noble. La grandeur ne se mesure pas à la taille de l'audience, elle se mesure à la qualité de l'intention. L'ego veut être quelqu'un, un nom, un titre. La mission veut faire quelque chose, un verbe, une action. Choisissez toujours le verbe. Je veux être écrivain est de l'ego. Je veux écrire est une mission. Le premier est un statut, le second est un travail. Le statut est fragile, le travail est solide. Se libérer de l'ego, c'est aussi accéder à un niveau de concentration suprême, le flow. Avez-vous déjà été tellement absorbé par une tâche que vous avez oublié le temps, oublié la fin, et surtout, oublié vous-même? Dans ces moments de grâce, la petite voix dans la tête se tait. Il n'y a plus de « est-ce que je le fais bien? Est-ce que je suis beau ?» Il n'y a plus que l'action pure. Le danseur devient la danse. Le peintre devient la peinture. C'est l'état le plus performant et le plus heureux de l'être humain. Et devinez quoi? C'est un état sans ego. L'ego ne peut pas survivre dans le présent absolu de l'action. Il a besoin du passé, regret, ou du futur, inquiétude, pour exister. En vous dédiant totalement à votre tâche, en cherchant l'excellence pour l'amour de l'art et non pour la récompense, vous tuez l'ego par l'asphyxie. Vous ne lui donnez plus d'oxygène. Mais ne soyons pas naïfs. Ce n'est pas une bataille qu'on gagne une fois pour toutes. On ne tue pas l'ego comme on tue un boss de fin de niveau dans un jeu vidéo. L'ego est une maladie chronique. C'est comme la poussière dans une maison. Vous pouvez faire le ménage à fond aujourd'hui. Demain, il y aura de nouveau de la poussière. Vous devrez balayer tous les jours. Chaque matin, l'ego se réveillera avec vous. Il vous tentera. Il vous dira de prendre ce raccourci éthique pour gagner plus d'argent. Il vous dira de vous venger de cette insulte. Il vous dira que vous méritez mieux que les autres. Le travail du stoïcien, le travail de l'adulte, est de reconnaître cette voix, de lui sourire et de lui dire « Pas aujourd'hui ». C'est une hygiène mentale quotidienne. C'est pour cela que les philosophes tenaient des journaux intimes, non pas pour raconter leur vie, mais pour se surveiller eux-mêmes, pour nettoyer leur esprit de la poussière de l'ego accumulée dans la journée. Alors, quel est le but ultime de tout cela? Pourquoi faire cet effort titanesque de repousser son propre ego? La réponse est la liberté. La vraie liberté. Tant que vous êtes guidé par l'ego, vous êtes un esclave. Vous êtes esclave de l'opinion des autres, esclave de vos pulsions, esclave de votre besoin de validation. Vous êtes une marionnette dont les fils sont tirés par le monde extérieur. Si on vous applaudit, vous êtes content. Si on vous siffle, vous êtes triste. Vous n'avez aucun contrôle. Tuer l'ego, c'est couper les fils. C'est devenir souverain.
c'est pouvoir dire « Je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais, et cela me suffit ». C'est une paix intérieure que rien ni personne ne peut troubler. Imaginez la puissance d'une personne qui n'a rien à prouver, rien à cacher et rien à défendre. Une personne qui ne craint ni le ridicule ni l'échec. Cette personne est inarrêtable. Cette personne, c'est vous, de l'autre côté du mur. Regardez vos projets actuels. Regardez vos rêves. Sont-ils lourds à porter? Sont-ils chargés d'anxiété? Si oui, c'est que l'ego est accroché dessus comme un parasite. Il alourdit tout. Enlevez le moi de l'équation, et tout devient léger. L'art devient un jeu, le travail devient un service, la vie devient une danse. Le monde n'a pas besoin de votre image. Le monde n'a pas besoin de votre personnel branding ou de votre fierté mal placée. Le monde a besoin de vos talents. Il a besoin de votre travail. Il a besoin de votre courage. Il a besoin que vous fassiez ce que vous êtes capable de faire, sans le filtre déformant de la vanité. Ce documentaire se termine ici, mais votre travail commence maintenant. N'utilisez pas ce que vous avez appris pour juger les autres. Ne dites pas « Ah, regarde celui-là, il a un gros ego ». Ça, c'est encore votre ego qui parle, qui essaie de se sentir spirituellement supérieur. Utilisez ces outils uniquement sur vous-même. Soyez impitoyable avec votre propre ego et infiniment tolérant avec celui des autres. La route est longue, elle est difficile, elle ne sera jamais finie. Mais c'est la seule route qui mène quelque part. C'est la route de la réalité, loin des illusions. Sortez de votre tête. Entrez dans votre vie. Faites votre travail. Aidez les autres. Et surtout, restez humble. Car au final, nous ne sommes que de la poussière d'étoiles qui a eu la chance inouïe d'être consciente pendant quelques brefs instants. Ne gâchons pas ce miracle à nous regarder le nombril. Le monde est vaste et il vous attend. À vous de jouer.